Donc là, pour information, actuellement, on est sur l'eau, donc sur un kayak 2 places. On vient de calculer un peu rapidement la charge utile, donc poids kayak, les personnes et le matériel sur le kayak. On est aux alentours de 250 kg. Et pour information, sur un moteur Current en 12 volts, on avançait à 6,5 km/h. Donc ça, c'est des données qui sont vérifiées et testées à l'instant. Donc ça, vous pouvez exploiter et avoir ces informations-là directement. Donc là, on est en mode ancré et on va pouvoir attaquer sur tout ce qui va être réglage Livescope, mise à jour produit, rattachement moteur en Wi-Fi directement à l'écran, et tout ça, on va le faire en direct. Actuellement, on est sur un kayak équipé d'une sonde live. On a plusieurs étapes à respecter, notamment, donc on va activer la transmission de la sonde. Il y a deux manières d'activer une sonde. Une manière, on va dire, rapide. Par exemple, on sort de l'eau, on a plusieurs sondes sur le bateau, on va désactiver toutes les sondes pour les protéger. Donc pour ce faire, on appuie sur le bouton Power, un petit coup sec, et on vient appuyer sur activer ou désactiver les sondes suivant leur état à l'instant T. Donc moi, je vais cliquer sur activer toutes les transmissions, et à partir de ce moment-là, ma sonde live, qui est la seule sonde aujourd'hui sur le kayak, vient s'activer. On a la deuxième solution qui est d'aller sur la vue sondeur Livescope, et en appuyant sur les trois petits points en bas à droite, on a le bouton émettre. Donc s'il est en mode activé, ça veut dire que la sonde émet. Si on appuie dessus, on va passer en mode désactivé. Et là, du coup, la sonde n'émet plus. Une sonde live, quand on vient d'acquérir, il y a des paramètres à respecter, notamment des paramètres d'installation. Donc, comment on réalise ces paramètres? Encore une fois, on va aller dans les trois petits points. Donc, trois petits points sur un EcoMap et un GPS Map, c'est vraiment la page, l'onglet pour venir faire les réglages. Que ce soit les réglages de couleur, les réglages d'installation. Donc là, on va aller sur cette partie-là, trois petits points. Et on va aller dans l'onglet réglage du sondeur. Au niveau du réglage du sondeur, on a pas mal d'informations. Nous, ce qui nous intéresse dans un tout premier temps, c'est les paramètres d'installation. Donc on va aller encore une fois sur le réglage installation. Ici, on va nous demander quelle est la profondeur d'installation de la sonde. Donc, par d'une règle de base que j'ai acquise au fur et à mesure d'utiliser Livescope, on vient déclarer la profondeur réelle d'installation de la sonde, de combien elle est sous l'eau, et on vient rajouter 40 cm. Donc actuellement, la sonde elle est déjà 40 cm sur l'eau. Donc en paramètre profondeur d'installation, on va mettre 40 plus 40, donc 0,80. Donc profondeur d'installation 0,0.8. Terminé. On va avoir besoin de vérifier si la stabilisation est bien activée. Donc on clique sur stabilisation, on vérifie qu'elle est bien active, donc ça c'est bon. Et on va étalonner le compas. Pour étalonner le compas, on va devoir faire 1,5 tour avec le bateau. Donc cette opération est possible uniquement lorsque votre sonde est inclinée en mode forward. Donc on a plusieurs modes d'inclinaison sur une sonde. Donc je la mets droite, voilà. Ici on a l'arrière, là on a l'avant de la sonde. Quand on la met en position bas, si on ne fait pas les étalonnages, la sonde se retrouve comme ça. Donc on voit bien qu'on est parallèle à la surface de l'eau. Et là le but c'est de l'étalonner. Et donc du coup on l'incline vers l'avant, le nez en haut. L'étalonnage va permettre plusieurs choses. Va permettre de comprendre l'angle d'inclinaison de la sonde, l'angle de tangage qui est juste ici. Enfin, pas de tangage, d'inclinaison. Donc c'est un paramètre que le logiciel ne va plus avoir besoin de se poser la question, est-ce que la sonde est inclinée? Oui, non. Là, il est intégré au niveau de l'inclinaison. Ça va permettre d'envoyer et de comprendre quelle est la densité d'eau. C'est-à-dire que la sonde elle va envoyer un ping, ce ping va revenir plus ou moins correctement, et la sonde va ajuster la puissance d'émission de la fréquence pour avoir un rendu optimum. Bien sûr, tous ces paramètres-là, c'est la sonde qui va le déterminer avec le module de calcul. Après, via les réglages d'aspect, de couleur de limite, couleur de sensibilité, c'est ce qui va booster en fait le signal. Donc on va envoyer des fréquences plus puissantes, tout simplement. Donc l'étalonnage, il va servir à ça. Donc ça, c'est important. Et une fois qu'on aura étalonné, vous me direz, bah oui, mais moi je pêche en vertical. On va laisser notre sonde comme ça, en forward. Et numériquement, on va demander au logiciel de nous calculer une vue à plat pour faire une pêche en vertical. On n'a pas besoin de modifier l'inclinaison de sa sonde, la mettre en mode bas. On vient le faire directement au niveau numérique. Donc on va remettre la sonde dans l'eau et on va étalonner le tout. Donc pour ce faire, je vais déclencher donc mon moteur, donc je vais supprimer l'ancrage. Je vais le mettre à petite vitesse. Ça ne sert à rien d'aller très très vite. Donc je vais le lancer à une vitesse 1 pour le moteur Current et je vais appuyer sur le bouton début.
Donc là, je vais avoir une progression en pourcentage. Je vais accélérer un petit peu. On commence doucement parce que tu es debout sur le kayak. Donc je vais passer en vitesse 2. Et on va réaliser un tour et demi. Donc on va réaliser donc 360 degrés plus 180 degrés. Et on a l'étalonnage qui évolue. Donc là, actuellement, on est à 19%. Et on va aller chercher les 100%. Une fois qu'on aura les 100%, on aura deux résultats. La qualité de rotation et l'environnement électromagnétique. Ces deux résultats, pour avoir un bon rendu, il faut qu'ils soient supérieurs à 90%. Si on a quelque chose qui a été fait trop vite, on a une qualité de rotation qui est aléatoire, en dessous de 90, il faudra le refaire. Et après, l'environnement électromagnétique, si c'est en dessous de 90, il va falloir se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on n'a pas un câble de puissance qui passe trop près d'un câble de sonde et du coup ça crée des interférences? Mettre des ferrites, mettre une plaque de masse. Donc ça, c'est vraiment le résultat qui va nous déterminer ce qu'on doit faire par la suite. Donc là, on est rendu à 66%, 68%. On attaque le demi-tour restant. Donc cette étape-là prend une minute. C'est vraiment très très rapide. Donc on est à 90. 96 et 100%. Donc on a un environnement électromagnétique de 91% et une qualité de rotation de 96%. Donc on est supérieur aux 90%. Donc on va pouvoir commencer à attaquer les réglages de la sonde live. Donc on valide ces données. Donc on clique sur OK. Et maintenant on va régler l'orientation. Donc on a deux orientations. On a l'orientation, la première qui est l'orientation de la sonde en elle-même, qui est déclarée en automatique, chose que je déconseille. Donc on va stopper la rotation dans un premier temps. Voilà, on stoppe la rotation, on va attendre qu'il se stabilise. Donc l'orientation est déclarée en automatique. En fait, c'est comme votre cerveau. Si demain vous êtes toujours en ébullition au niveau de cerveau, à réfléchir, vous arrivez à la surchauffe, ce qu'on appelle un burn-out. Bon là, le logiciel, c'est la même chose. Il va toujours dire comment il incliner la sonde, comment elle est inclinée. Et toutes les microsecondes, il va se poser la question. Donc le but, c'est qu'il arrête de se poser cette question-là. L'autre sonde est en mode forward. On va déclarer en mode avant ou départ, suivant la génération de produits que vous avez. Donc moi, orientation, je la déclare en mode avant, parce que c'est le cas, elle est orientée comme ça. Si je voulais pêcher en vertical, j'aurais bien sûr fait une orientation vers le bas, et on aurait vu ce qui se passait en fait sous nous. Voilà, automatiquement, le logiciel, il calibre pour que ce soit comme ça. Donc là, je me mets en mode avant. Réglage du sondeur, installation, et on se met en mode avant. On a un deuxième réglage sondeur d'orientation, c'est la qualité d'eau. Est-ce qu'on est en eau douce ou en eau salée? Ça, c'est un facteur qui est important parce que aujourd'hui, on a étalonné dans des conditions d'une eau très claire, une eau qui est calcaire. On est proche des montagnes. Donc, on a une densité d'eau qui peut varier suivant la pression atmosphérique. Ça, le logiciel ne peut pas l'intégrer. Du jour au lendemain, on peut avoir un orage, la pression varie. Il peut y avoir une arrivée d'eau avec du courant. Donc là, on va jouer sur l'orientation. On va déclarer en automatique eau douce. Et après, on peut jouer sur le curseur pour si on a réaligné les faisceaux, si on a un décalage de faisceaux. Décalage de faisceau, il va intervenir de manière différente. C'est-à-dire qu'on a étalonné notre sonde un matin, et puis 2-3 jours après, on a des variations climatiques, on change de lac. On va détecter un poisson à 60 mètres, et quand on va s'approcher, on va le perdre. On voit, il traverse un faisceau, on le perd. Et l'explication, elle est simple. Quelqu'un qui fait du judo ou du karaté, on apprend à casser des plaques de plâtre au point. Donc on s'habitue à passer une certaine pression, et puis on va passer à 2 plaques, 3 plaques, 4 plaques. C'est exactement la même chose pour l'eau. La fréquence à part, elle arrive à traverser, puis à un moment, bute, et c'est toujours plus facile de traverser de travers que de traverser de frontal. Donc le faisceau, il part de biais. Et c'est le faisceau suivant qui récupère les informations de ce faisceau qui est parti de biais. Donc on peut régler ce décalage de sonde, enfin de faisceau, via l'orientation en mode manuel. Donc ici, on vient d'étalonner, on n'a pas de raison de le faire, de faire des décalages. Par contre, si dans les jours à venir, je vois qu'il y a un souci, soit je vais refaire un étalonnage et je réutilise le paramètre automatique eau douce, soit c'est moi manuellement qui viens jouer avec le curseur et adapter l'alignement de mes faisceaux. Voilà, tout simplement. Et s'assurer qu'on n'est pas à zéro. Zéro, ça veut dire que votre sonde est dans l'air, donc il n'y a pas de pression d'eau. Elle ne va pas connaître la pression auquel elle doit passer. Et pour ce qui est des paramètres d'installation, on a fini. Donc, vous voyez, j'ai pris du temps à expliquer, mais en gros, j'ai étalonné, j'ai fait mes réglages de base, déclaré ma profondeur d'installation, et c'est fini. Là, on va attaquer les réglages, on va dire, de personnalisation, afin de mieux détecter les poissons, d'avoir des signaux qui vont être boostés, et auquel cas, on va rentrer dans l'onglet Aspect. Donc, dans l'onglet Aspect, on va déjà utiliser un code couleur qui va être un fond noir. Alors, beaucoup me diront, ouais, moi j'utilise le bleu, je le sais. Le bleu, on perd de l'information. Comment est constitué un échosondeur? Donc, ce qu'on a en première vue, c'est une dalle LCD
Et derrière, on a des LED qui viennent éclairer la dalle et qui viennent nous spotter les poissons ou nous afficher des réglages. Voilà, ça s'appelle comme une télé, comme un ordinateur, c'est exactement la même chose. Si je déclare un fond bleu, je demande à mon logiciel d'allumer toutes mes LED. Alors que si je déclare un fond noir, je lui demande juste de spotter là où il y a du déplacement, là où je vais détecter des structures ou des poissons. Donc vous comprenez bien, si j'allume toutes mes LED, mon processeur il travaille plus que si j'en allume que quelques-unes. Donc c'est pour ça qu'on a une perte d'informations quand on est couleur bleue. Donc moi je choisis une coloris ambre ou vert jaune. Là je vais mettre en vert jaune. Pourquoi? Parce que je vois que sur le fond déjà j'ai beaucoup d'herbiers. Donc si je veux détecter les poissons dans les herbiers, je vais plutôt mettre en coloris vert jaune. Donc là pour ce cas aujourd'hui on va se mettre en vert jaune. Après on va avoir la couleur de sensibilité. La couleur de sensibilité c'est comme une ampoule. On utilise une ampoule de 20 watts chez soi, on a un éclairage qui est moyen. On utilise une ampoule de 1000 watts, là on peut presque devenir aveugle dans une salle blanche. Donc c'est exactement le même principe. Donc la couleur de sensibilité, donc, je vais vous faire varier de 0% à 100%. Donc 0% on a une petite ampoule qui éclaire pas beaucoup. Et 100% on a une ampoule mais qui éclaire énormément et ça flash énormément à l'écran. Bon, le but c'est pas de saturer l'écran et de se dire oh là je deviens aveugle, il m'aveugle l'écran. Donc on va descendre plutôt aux alentours des 70-80% suivant vos besoins, suivant la distance de projection que vous souhaitez attaquer les poissons. Donc moi je suis plus à 80 chez moi, mais là les eaux sont claires, on va plus à 70. Après, on a la couleur de limite. La couleur de limite, c'est un calque. C'est un calque qui va permettre d'épurer un peu la détection. Donc là, actuellement, il est à 0%, donc j'ai plein d'informations. Et si je le mets à 100%, je vais avoir une perte d'informations parce que j'ai calqué ces éléments-là. Donc moi, je me mets à 40. Pourquoi 40? Parce que le live, l'importance, c'est de comprendre le comportement du poisson, pouvoir adapter sa pêche en fonction. Et si on élimine trop d'informations, on ne va pas pouvoir s'adapter rapidement. Après, tout ce qui va être sillage, remplissage du fond, je désactive. Et on a fini pour les réglages d'aspect. Maintenant, on va jouer sur le gain. Donc le gain, c'est le pourcentage qu'on a en sensibilité générale via nos réglages de base. Donc le gain, ici en eau claire, je peux le monter plus, voilà, on détecte plus d'éléments. Donc actuellement, on a des bulles qui remontent du fond, hein. On le voit à côté du kayak. Donc moi, je vais limiter la détection de ça. Et puis, je vais augmenter ma portée. Le but du live, c'est d'anticiper, de voir assez loin où sont les poissons. Donc là, j'ai mis une portée à 30 mètres. Quand je déclare une portée à 30 mètres, ici on voit que j'ai activé le quadrillage et que le quadrillage il a des formes rectangulaires. Le problème de ça, d'avoir une forme rectangulaire, c'est que j'ai déformé mon poisson. C'est-à-dire que je l'ai compressé sur la longueur et je l'ai étiré sur la hauteur. Donc un brochet, je vais le confondre avec une carpe. Le but, c'est d'avoir des carrés, d'avoir une proportion d'échelle égale pour avoir une belle image et avoir un poisson qu'on distingue et qu'on peut reconnaître. Donc pour ce faire, je vais déclarer un peu plus d'eau. Et là, je suis passé en échelle de 2 mètres, je vais rester en échelle d'1 mètre. Donc, je corrige un petit peu. On a 3 mètres d'eau, 4 mètres. Voilà, donc si je veux voir à 24 mètres, je vais me déclarer presque 16 mètres d'eau pour avoir une proportion d'image correcte. Là, le but, c'est quand même d'avoir de l'information. Donc, je vais plutôt me déclarer à 9 mètres d'eau. Et auquel cas, je vais faire une projection à 16 mètres pour avoir un rendu optimum. Donc, voilà les petits conseils que je peux vous donner sur déjà les réglages live, sur les paramètres d'installation qu'il faut respecter. Et maintenant, on va faire une pêche, on va dire de prospection, de recherche de poissons. Donc l'avantage de ces perches et d'une sonde live, c'est des sondes qui sont directionnelles. Donc là, je vais voir ce qui va se passer devant moi, à droite, à gauche. Et suivant le rendu d'image que je vais avoir, je vais pouvoir pêcher et attaquer le poisson que j'ai repéré. Donc je vous dis à tout de suite, peut-être avec un poisson si on a de la chance. Toi, je vais peut-être booster un peu la sensibilité. Du coup, je capte les bulles qui sont en train de remonter. Bon. Là, actuellement, on a un poisson qui est détecté en surface. Ouais, on est au live, un poisson immobile. Il n'y a pas besoin de stresser. Voilà, on prend le temps, on a appelé le drone. Le poisson est toujours à 10 mètres. Donc, seul facteur que je ne sais pas, est-ce que c'est une carpe qui est en train de prendre le soleil ou un brochet? Pour lever le doute, donc l'avantage de la perche, c'est que j'ai un manche ici qui me donne la direction. Je sais que le poisson est à 10 mètres. Je vais lancer dans sa direction. Je suis lancé à 17 mètres. Et je vais ramener mon leurre, que je vois bien sûr. Et je vais essayer de le ramener le plus près du poisson. Et voir s'il réagit. Donc là, il n'a pas réagi du tout. Donc ça peut être effectivement une carpe qui est en surface. Ou alors c'est que je suis passé trop à sa droite ou trop à sa gauche. Donc là, on va recommencer à lancer. Plus décalé. Donc, toujours, je lance plus loin que le poisson. Et après, je ramène. Et j'essaie de recapter mon leurre. Donc mon leurre est un peu lourd. Je passe sous le poisson. Donc ça semblerait être une carpe qui ne bouge pas.
Du coup, moi, ce que je vais faire, pour lever le doute, on va changer de leurre, on va passer sur un shad. Et je vous dis à tout de suite en espérant faire ce poisson. 14 mètres. Je réajuste mon angle de visu. Et ça semble être une carpe parce que ça ne réagit pas à la sollicitation. Donc l'avantage, c'est qu'on a une eau claire. On va pouvoir essayer de se rapprocher un tout petit poil. Et puis on va aller voir ce que c'est. Donc pendant qu'on se déplace, j'essaye de garder le visuel sur le poisson. Donc le poisson actuellement est juste là. Et là, on va se rendre compte que c'est de l'herbier. Non, je déconne. C'est vraiment un poisson. Donc voilà, je remets mon cap correctement. Là, maintenant, le poisson est à 16 mètres, 15 mètres. Mais ça peut être juste une carpe, effectivement, en surface. Vu que ça n'a pas réagi, ça y ressemble grandement. Donc 13 mètres sur le côté. 12 mètres. Et je vais stopper là. Parce que maintenant, je suis plus par là. Voilà. Et c'est peut-être même plus gros que ce que l'on pense. Hop là. Pas habitué de pêcher en spinning, moi, dessus. Hop. Donc ça râle la surface. Hein. C'est vraiment en surface, ce poisson. Alors, ça a l'air d'être une carpe qui est vraiment en surface. Hein. Il n'y a pas à chier. Ouais, tu vois, ça a bougé. Maintenant, c'est à 8 mètres. C'est devant le kayak maintenant. Et c'est un poisson qui est immobile à 8-9 mètres devant. Et j'ai beau être en surface, ça ne réagit pas. C'est quelque chose qui a ras à la surface. Donc là, c'est pas intéressant. Je viens de passer 2 heures, ça n'a rien changé. Donc on va essayer de trouver un autre poisson. Donc quand vous avez un échosondeur Garmin, vous avez la possibilité de créer votre propre bathymétrie. Pour ce faire, on va aller directement sur une vue carte. On va aller sur carte de pêche. On va zoomer la zone où on est actuellement. Et on voit que j'ai fait un peu de traces, mais que je n'ai pas de zone bathymétrique. Donc on va cliquer encore sur les 3 petits points. On va aller sur Quick Draw et contour et on va démarrer l'enregistrement. On accepte les éléments. Et maintenant, partout où je vais passer, je vais pouvoir créer une bathymétrie, c'est-à-dire la nature du fond du plan d'eau, et ainsi créer ma cartographie. Quand on a un compte ActiveCaptain, si on n'a pas le temps de faire sa bathymétrie, on peut aller via la communauté, on va regarder si quelqu'un a déjà fait la bathymétrie du lac, et auquel cas on peut la télécharger de manière gratuite. Et on pourra du coup, via le téléchargement, le transférer sur son écran et exploiter par la suite la cartographie et pouvoir pêcher sur le plan d'eau en ayant connaissance des profondeurs et connaissance des fonds. Donc là, on a débarré la bathymétrie et en fin de petite session, on va pouvoir voir toute la bathymétrie qui a été faite et bien sûr l'exploiter par la suite. Il y a des petits outils qui sont très pratiques, notamment des boutons raccourcis qu'on va retrouver sur les Ecomaps. Donc ici, sur notre écran, on a 1, 2, 3, 4. Comment on fait une page raccourcie? Tout simplement, on va choisir, par exemple, moi en page 1, j'ai l'habitude d'utiliser une cartographie. Donc je vais rester appuyé longtemps sur le bouton A, et du coup, j'ai une notification, page raccourcie enregistrée, raccourci 1. Si en raccourci 2, je veux, par exemple, mon son de live, je vais sur ma vue live, je reste appuyé sur le 2 longtemps, raccourci 2 est fait. Et maintenant, j'ai juste à appuyer sur 1 pour ma carto, 2 pour mon livescope. Donc là, je viens de spotter un poisson. On pense que c'est un poisson à 19 mètres. Donc je vais me rapprocher pour avoir plus d'informations sur ce que j'ai spoté. Et je vais retravailler parce qu'on a un écho. Voilà, c'est un petit poisson que j'ai spoté. Maintenant, il est à 9 mètres. C'est notamment une boule de poisson qui est juste au-dessus d'un herbier, d'où le fait que ça a flashé au niveau de la détection. Donc voilà, tout s'explique, c'est pas un carnassier, donc il n'y a aucun intérêt de lancer dessus. Par contre là, j'ai un beau poisson qui est le long des herbiers là, que j'ai perdu. Donc un poisson qui est rentré dans les herbiers à 13 mètres, donc on va le voir sur la capture d'écran, qui vient de se cacher dedans. Donc ça peut être une brème, une carpe, une tanche, un brochet. Mais j'ai pas eu le temps d'analyser vraiment le déplacement et le comportement du poisson pour savoir si c'était un carnassier. Donc le live, on essaie d'être efficace, trouver un poisson qui est immobile, actif, ou posé au fond ou décollé. Là, en l'occurrence, c'est un poisson qui bouge beaucoup
et qui est venu se moudre, enfin, se mouler dans les herbiers. Donc voilà, soit je peux le tenter. Voilà, on a un autre qui se déplace à 21 mètres là-bas. On peut essayer d'aller voir, mais je pense que je vais passer mon temps à courir après. On a beaucoup de petits poissons blancs. Donc c'est ça aussi le live, hein. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on dit souvent que le live c'est facile, on voit le poisson, on lance. On peut être des heures et des heures à chercher le poisson, à essayer de comprendre son environnement. Donc moi là je connais pas le plan d'eau, hein. J'ai compris qu'on a une eau qui est très très claire, qu'on a des herbiers qui se développent dans 4 mètres d'eau, donc poisson qui a des grandes chances d'être moulé sur l'herbier ou un peu décollé. On a une détection donc là à 22 mètres. Là, tiens, j'ai quelque chose à 22 mètres. On a beaucoup de carpes. On a du blanc qui se déplace juste au-dessus des herbiers. Donc là, tu vois, j'ai un beau poisson maintenant. Je suis en train de me rapprocher. Qui est fuyard. Tu vois, c'est peut-être même pas un beau poisson. C'est deux poissons qui étaient collés, qui m'ont fait une masse. Donc voilà, l'analyse et la pêche au live, c'est pas si simple que ce qu'on peut dire. C'est vraiment un temps d'adaptation, une analyse. Et derrière, en fait, on va lancer peut-être sur un poisson sur 100 de ce qu'on a pu voir. Donc c'est très très peu, mais au moins quand on lance, on est efficace. Donc les images que vous pouvez voir sur les réseaux, le gars il lance, il fait un poisson. Vous savez pas combien de temps il a passé à chercher. Des fois, on peut faire une touche à la journée. Ou des fois, on peut aussi voir un poisson et qu'il n'a pas voulu mordre. Donc ça, c'est des faits. Et moi qui pêche énormément au live, j'ai un taux de réussite dans les belles journées de 5%. Et dans les journées classiques de 1-2%. Donc un poisson pris sur 100 vues, sans tenter. Donc c'est pas énorme, mais voilà, il faut en avoir conscience et se le dire en toute honnêteté et toute transparence. On va continuer à chercher, en espérant croiser Maître Exos. Et pour l'heure, c'est pas gagné. Donc un beau poisson qui est en train de soit se poser au fond, alors ça, c'est bizarre, mais à 16 mètres. On va essayer d'aller voir ce que c'est. J'étais un peu court. Donc on va ravancer le kayak. On va aller vers lui, toujours posé au fond. Et l'avantage c'est que j'ai filmé, donc tu auras ce rush vidéo. Alors ça peut être une carpe qui est en train de gruiner, qui monte et qui descend au fur et à mesure qu'elle mange. Parce que tu vois, là je n'ai plus cet écho. Ah si, peut-être là. 10 mètres. Donc là on voit l'impact de mon leurre qui est en train de descendre. J'ai une boule de bête fiche. Je vais bloquer mon leurre, donc hop, je bloque. On voit que les poissons se sont rapprochés de mon leurre. Ils vont le suivre un petit peu. Et j'ai une petite structure au fond là. Et j'ai un poisson qui était posé juste à côté. Donc je passe à côté de la structure. Et j'ai rien qui décolle. Donc soit le poisson a bougé entre temps. Soit je me suis trompé dans mon analyse. Et là c'était pas du tout un poisson. C'était complètement autre chose. Là c'est pareil. J'ai quelque chose au fond à peu près à 10 mètres. Donc pareil, je lance. Je laisse le pick-up ouvert. Je laisse mon leurre descendre tout naturellement. Voilà, je bloque. Si c'est un brochet, il faut pas que je passe directement dessus, il faut que je passe bien au-dessus. Alors, il faut prendre son temps, hein, hop, bien au-dessus, pour le forcer à sortir du fond. Et ça n'a pas du tout réagi. Donc, à mon sens, c'est plutôt une carpe qui est en train de se nourrir la tête vers le bas, de gruiner, de manger des écrevisses. On va retenter par acquis de conscience. Donc, c'est pas loin, hein, c'est à 8 mètres. Hein. Pareil, voilà, on laisse le leurre. Je vais peut-être l'approcher un peu plus de la détection. Donc là, typiquement, j'ai des perches ou des gardons qui sont intrigués par mon leurre. Voilà, j'ai réussi à sortir de ce banc-là. Et j'essaye de voir ce qui est plaqué au fond, ce que ça peut être. En l'occurrence, ça n'a pas bougé, donc c'est peut-être une saleté. Mais j'avais un beau poisson pour autant tout à l'heure dans la zone.
Alors l'avantage du live aussi, là on a essayé de charchouter des poissons. Il y a une autre approche qu'il faut avoir, c'est je pêche une structure. Plutôt que de dire je la pêche pas, ben, je peux faire épouser mon leurre le long de la structure et forcer les poissons à sortir de la structure. Et le gros avantage, c'est que j'arrête de faire des donations gratuites à la nature, dans le sens que bah, je risque pas de m'accrocher, vu que je vois la structure et je peux soutenir mon leurre au bon moment pour passer au plus près de cette structure et solliciter le poisson à attaquer. Donc on se retrouve pour un tout petit tuto que les gens, un outil que les gens n'utilisent pas forcément, c'est la page combinée. Donc pour créer une page combinée, on va tout simplement dans Accueil et on a un onglet qui s'appelle Combiner, tout bêtement. Donc Combiner. Et on va là créer une page combinée qui est une page cartographie, une page live. Pourquoi? Parce qu'au live, en fait, vu qu'on balaye du terrain pour rechercher les poissons, bah, grâce à la page combinée, on va pouvoir voir nos traces et voir là où on est déjà passé, notamment pour de la recherche de poissons. Et de pouvoir découvrir d'autres zones auxquelles on n'a pas pu passer et on n'a pas pu détecter de poissons parce qu'on n'est pas passé. Et peut-être trouver la pêche à ce moment-là grâce à ça. Donc on va dans Combiner, on fait ajouter page combinée, plus, on choisit sa disposition. Donc moi je vais choisir une disposition horizontale. On va toucher la zone pour ajouter la vue, donc c'est marqué toucher pour ajouter. Je touche et je vais ajouter une vue carte de pêche. Et en dessous, je vais mettre quoi? Je vais mettre une vue sondeur, une vue livescope. Derrière, je vais pouvoir avec le curseur au milieu choisir ce qui m'intéresse, c'est-à-dire diminuer ma vue carto et augmenter ma vue live. Et je vais faire terminer tout simplement. Et là, je vais pouvoir combiner ma vue live et ma vue carto et retrouver mes zones de passage et ainsi savoir là où je suis déjà passé, scanner pour essayer de trouver du poisson et les endroits où je ne suis pas passé. Donc là, on va sortir de l'eau. Donc avant de sortir de l'eau, bien sûr, on va devoir sortir la sonde live pour éviter de la frotter sur des cailloux, rencontrer un obstacle et l'abîmer. Donc on va cliquer sur les 3 petits points et on va couper tout simplement l'activation de la sonde afin de pouvoir la sortir en toute sécurité. Donc là, je viens de couper l'émission. Donc ma sonde n'émet plus. Et à partir de ce moment-là, je peux déclipper ma perche et rentrer ma sonde directement dans mon kayak et pouvoir accoster en bordure en toute sécurité et sérénité. Donc il nous reste une étape importante à faire, c'est le rattachement en Wi-Fi du moteur à l'écran. Donc pour ce faire, je vais te solliciter. Alors on va filmer directement ce qui se passe à mon écran via le Helm. Donc pour ça, je vais aller dans Accueil, Paramètres, Communication, Périphérique sans fil, Moteur électrique Garmin. Et là, directement, on nous demande sélectionner démarrer pour chercher un moteur électrique Garmin. Sur l'écran du moteur électrique, appuyez sur le bouton marche arrêt 3 fois pour passer en mode couplage. Donc là, je vais te solliciter d'appuyer 3 fois sur le bouton power. Un icône est passé en bleu sur, sur le moteur avec les petites flèches. Et moi, je vais démarrer la recherche. Voilà. Statut connecté. Le moteur vient de se connecter avec succès à mon éco-sondeur. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir régler sur une vue carte une barre pour mon moteur. Donc on va sur une vue carte de pêche, 3 petits points, modifier le recouvrement et on va choisir la barre supérieure et on va rajouter barre du moteur électrique. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir, sans télécommande, sans autres outils que mon sondeur, gérer le lancement de l'hélice, la navigation, créer des waypoints, donner une cap de navigation, une route, et le moteur va suivre cette route tout naturellement. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'arrive sur ma zone de pêche, je sais qu'il y a des coordonnées, un waypoint qui est là-bas, où il y a beaucoup de poissons, et bien je vais pointer ce waypoint là, et je vais lancer un autoguidage ou une route programmée, et le temps que j'arrive là-bas, je suis en train de préparer mon matériel de pêche, et quand j'arrive sur zone, je suis apte à pêcher directement. Donc tout à l'heure, on était dans les locaux de Superlion. On a parlé de mettre en place l'application ActiveCaptain grâce à une carte SD de 32 Go. Cette application permet d'enregistrer vos produits d'un point de vue sécurité, va vous permettre d'accéder à des mises à jour et il y a plusieurs méthodes pour faire ces mises à jour-là. Moi qui interviens sur beaucoup de bateaux, je vais faire une mise à jour à l'instant T via une carte micro SD. Tout naturellement, on peut aussi la faire directement via l'application ActiveCaptain, c'est-à-dire qu'on reçoit une notification pop-up, il nous dit votre bateau a des mises à jour de disponibles, on les télécharge, qu'on soit au travail, à l'étranger, n'importe où, et quand on arrivera sur notre flotte tube, kayak, bateau, on va juste se connecter à son sondeur en Wi-Fi
et la mise à jour va se transférer automatiquement à tous nos appareils Garmin. Le gros avantage, si on a rattaché notre moteur en Wi-Fi à notre sondeur, la mise à jour va intégrer aussi la mise à jour du moteur. Donc tous ces petits éléments là sont importants. Là, je vais attaquer la mise à jour, vu que c'est des produits qui sont neufs. On ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été fabriqués et sur quel soft ils sont. Donc je vais le vérifier tout de suite. Donc hop, je lance la petite vidéo. Donc, accueil, paramètres, système, information système, appareil Garmin. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un EcoMap en 42.03, j'ai un moteur Current en 2.4 et j'ai une GLS en 2.79. Donc, si je n'ai pas mon PC devant moi, je suis complètement inapte à savoir est-ce que je suis à jour. Bon, par chance, vu que j'interviens, comme je disais, sur beaucoup d'embarcations, ici, avec moi, j'ai les mises à jour. Donc, j'ai juste à aller chercher la mise à jour dédiée aux EcoMap. On fait une mise à jour via micro SD. Donc, là-dedans, il y a la mise à jour. J'intègre ma micro SD dans l'appareil. Donc là, j'ai intégré ma micro SD dans mon appareil. J'ai lancé la procédure de mise à jour. Effectivement, j'avais une mise à jour moteur, sondeur et l'iScope. Donc là, le logiciel est en train de faire sa tambouille directement. Et puis, il est en train de redémarrer. Donc, il a fait d'abord l'unité centrale, l'éco-sondeur. Après, il va faire le moteur et puis il va faire la GLS. Donc, on suit les étapes. Voilà, mon appareil a commencé la mise à jour, il s'est éteint. Il est en train de redémarrer petit à petit et il va faire les mises à jour des autres appareils à la suite. Donc il faut juste s'arrêter de patience. En gros, ça prend 2 minutes de faire ces mises à jour. Après, si on a un gros backup, une grosse configuration, ça prend un peu plus de temps. Bon, vous l'aurez compris, les électroniques Garmin, c'est pas si compliqué que ça. On aura l'occasion de se retrouver pour d'autres tournages, d'autres vidéos tuto avec l'équipe de Super Lion. Là, aujourd'hui, on a pêché avec un TRX 420. On va pouvoir découvrir d'autres modèles de la gamme. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera ravis de vous faire de nouveaux tutos pour répondre à toutes vos interrogations. Je vous dis à bientôt et à plus tard pour une partie de pêche au l'iScope avec l'équipe de Super Lion.